Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. En ouverture de ce journal, nous irons en Chine suivre cette visite effectuée par le Premier ministre Patrick Ashi au jardin botanique de Xinglong dans la province de Hainan au sud de la Chine. Un centre spécialisé dans le développement d'espèces végétales de nouvelle génération, le cacao chinois, lui a été présenté. À suivre le récit de notre reporter Jean-Louis Bangbo. L'Église catholique de Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 2 avril la fête des Rameaux, commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et de sa passion. Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine sainte. Au Burkina Faso, des correspondantes des journaux français Le Monde et Libération ont été priées de quitter le pays. Agnès Fèvre du quotidien Libération et Sophie Douce du journal Le Monde sont parties d'Ouagadougou. Elles sont arrivées ce dimanche matin à Paris. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Vous conviendrez avec nous que la violence sous toutes ses formes est assurément antisociale, car dans son essence, la violence, quelle que soit sa couleur ou son expression, contraste avec les valeurs de paix censées régir nos sociétés. Ce 13 h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous parlerons de violence, d'un type de violence qui malheureusement continue d'être pratiqué dans nos familles et sociétés, des violences dites domestiques et bien d'autres types de violences. Mieux, nous parlerons d'un projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la protection de la personne humaine, la loi relative aux mesures de protection des victimes de viols, de violences domestiques et la violence sexuelle autre que domestique. Et cela, ce sera avec notre invité du jour, Monsieur Constant Delbé, directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Monsieur Constant Delbé, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors donc avec vous, nous essaierons d'en savoir davantage sur cette loi et ses innovations. Mais avant cet entretien, eh bien les voix religieuses, mieux chrétiennes, qui s'élèvent depuis ce matin et qui sonnent à nos oreilles, nous rappellent qu'aujourd'hui est jour de réjouissance pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire qui célèbre ce dimanche 2 avril la fête des Rameaux, commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et de sa passion. Nos équipes ont sillonné quelques églises pour prendre le pôle de l'ambiance qui prévaut dans ces lieux de culte. Reportage à suivre dans un instant. Des moments de joie que nous retrouverons assurément au cours de ce journal. Le temps pour nous de tourner nos regards vers la Chine. Nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres pour suivre cette actualité du Premier ministre Patrick Ashi qui, en marge du Forum Boao pour l'Asie où il conduisait la délégation ivoirienne, a effectué une visite terrain au jardin botanique de Xinglong dans la province de Hainan, au sud de la Chine, un centre spécialisé dans lequel il lui a été présenté le cacao chinois. Patrick Ashi s'est réjoui de cette visite. Jean-Louis Bangbo, Kéréa Dama, envoyés spéciaux à Boao. C'est sous une pluie battante que le Premier ministre Patrick Ashi a parcouru les sentiers du jardin botanique de Xinglong. Placé sous la coupole de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales, ce jardin développe des variétés de cultures avant-gardistes comme ses plants de cacaoyers. Patrick Ashi, Premier ministre du pays leader mondial de la production de cacao, est venu faire l'expérience de ce cacao chinois. Nous venons en particulier de voir des champs expérimentaux de café et de cacao. Sur le cacao, nous avons vu des espèces qu'ils appellent des espèces de 4e génération qui n'existent pour l'instant nulle part au monde, qui vont sortir des labos de recherche pour être dans des sites de plantation pilotes dans la perspective d'approvisionner le marché chinois et éventuellement le marché extérieur. Fondé en 1957, le jardin botanique couvre une superficie d'environ 42 hectares et possède plus de 1200 espèces végétales, en partenariat avec plusieurs instituts de recherche à travers le monde, dont le CNRA en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà signé des accords avec le CNRA pour pouvoir faire des échanges sur ces différentes variétés-là, afin de faire profiter également à notre pays du résultat de ces recherches et de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble procéder à la transformation et à la commercialisation de ces nouveaux produits sur le marché international. Le Premier ministre a effectué une autre visite de terrain. Cette exploitation risicole, toujours dans la province de Hainan, au sud de la Chine. 80 hectares réalisés au moyen de techniques culturales modernes comme le sémi ou l'épandage d'engrais par drone.
Et loin des plants de cacao chinois, à des milliers de kilomètres ici en Côte d'Ivoire, le lancement de la 5e édition de l'As de la Palme a été effectué par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, un concept né de l'idée de la journée du planteur. Objectif de l'événement, promouvoir les atouts du palmier à huile et encourager ses planteurs. 100 lauréats issus de 4 régions seront récompensés cette année au mois d'août dans la région du Bassa-Sandra. Walter Amadou Ouattara. Les enjeux de l'agroforesterie dans la démarche vers la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la 5e édition de l'As de la Palme. Initiée par Palmici, filiale de Stifka en 2016, sous la dénomination Journée du planteur. La journée du planteur Palmici se présente pour nous comme un moyen de valoriser à la fois nos planteurs ainsi que les acteurs du secteur du palmier à huile. Cette journée est aussi un outil de sensibilisation et d'incitation à s'inscrire dans une démarche d'agriculture durable et à encourager la jeunesse à revenir dans ce noble métier. 100 lauréats, dont des planteurs, des sociétés coopératives, des intermédiaires d'achat et des transporteurs seront récompensés. Le développement de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire repose sur plus de 50 000 planteurs de palmier à huile. Cette agriculture génère plus de 50 milliards de francs CFA de revenus annuels perçus par les planteurs. Chers parents, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, voit vos peines et les difficultés que vous éprouvez au quotidien dans l'exécution de votre activité. Et il n'y est pas insensible. C'est pourquoi, à travers son gouvernement, il encourage et favorise toutes les initiatives prises en faveur, bien sûr, de votre bien-être et de la valorisation de votre travail. Après Aboisseau, Divo, Grand Laou et Bonois, la 5e édition se tiendra sur 2 jours au mois d'août 2023 dans la région du Bassa-Sandra. Au moins 10 000 visiteurs sont attendus. Nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, des milliers de fidèles chrétiens se présentent aux portes des églises pour rendre culte à leur Seigneur. Particularité ce dimanche, ils sont allés dans ces églises avec à la main des rameaux en commémoration à l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Vous l'avez compris, l'Église catholique de Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 2 avril la fête des rameaux et nos équipes de reportage ont sillonné quelques églises. Reportage. L'hymne Hosanna, repris en chœur par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Un rituel qui intervient avant la bénédiction de leur rameau de palmier verdoyant, signe de vitalité. C'est dans ce recueillement que ces paroissiens commémorent, à l'instar de toutes les églises catholiques, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, jour de rameau. Le curé Patrice Bowie fait le récit de cette arrivée solennelle dans la ville sainte issue des 4 évangiles canoniques. La cérémonie se poursuit avec la procession des fidèles. Le Christ est acclamé, les palmes en l'air. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour l'accueillir. Ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement les murs, ce n'est pas seulement les rues. C'est notre cœur qui doit l'accueillir. Et si notre cœur l'accueille comme roi, comme Seigneur, comme fils de David, il est normal qu'il pourra régner sur tout l'univers. Une occasion pour ces chrétiens de prier pour la paix et d'adorer le Seigneur. Cette prière que j'adresse au Seigneur, c'est que Dieu accorde à chaque famille en Côte d'Ivoire la grâce de la paix, la grâce d'une réconciliation vraie. Même cérémonial à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Ategoubé 3, dans le diocèse de Yopougon. L'entrée messianique est célébrée dans la louange, l'adoration, le partage, une aubaine, pour programmer les œuvres sociales au profit des couches vulnérables. Nous avons donné des vivres pour la période de carême. Mais j'ai tenu personnellement ce week-end à faire ce week-end de la solidarité, de la charité et du partage avec les maillons les plus faibles de notre tissu social. Soyons tous unis ensemble pour la paix dans nos communautés, pour la paix dans nos familles et pour la paix dans notre pays. La communauté de l'Église du christianisme céleste des 2 plateaux n'est pas restée en marge. Elle est allée à la rencontre du Christ. Nous demandons beaucoup la rémission de nos péchés.
que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons fait du mal à nos amis, nos frères, les uns et les autres. Les rameaux bénis après la messe orneront les croix et les images religieuses dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le Christ. À travers cette fête de rameaux, les fidèles catholiques du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays débutent la marche vers la Passion du Christ, 6 jours avant la Pâque. Un reportage de Jean-Marc Djadji, justement en lien avec la célébration de la fête des rameaux du côté du Vatican. Le pape François est arrivé sur la place Saint-Pierre pour la messe du dimanche des rameaux qui va lancer les célébrations de Pâques. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, a salué brièvement la foule avant de célébrer cette cérémonie devant environ 30 000 personnes. Rappelons que le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine sainte. On reste dans cette ambiance de religiosité où louanges, recueillements et prières se côtoient pour suivre cette remise de dons de vivres et non-vivres à 16 congrégations religieuses à la faveur du carême chrétien, don de la première dame Dominique Ouattara d'une valeur de 15 millions de francs CFA, remis par sa représentante la ministre Anne-Désirée Ouloto, un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Grâce Cando. L'élan de solidarité gouvernementale continue de se tisser à l'endroit de l'Église catholique en cette période de carême. Après les diocèses, les séminaires et Caritas Côte d'Ivoire, c'est au tour des congrégations religieuses de recevoir des vivres et non-vivres. Nos congrégations soutiennent beaucoup de personnes désœuvrées ou qui ont des soucis de nourriture et je pense que c'est la bienvenue pour nous aider à les soutenir. Et nous demandons au Seigneur d'accorder la santé de l'âme et du corps à la première dame et à Madame Ouloto pour ce geste. Ces 20 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA est un don de la première dame Dominique Ouattara. En son nom, la ministre Anne-Désirée Ouloto a dépêché pour la circonstance la directrice de la coordination et du suivi des services extérieurs du ministère de la fonction publique pour faire ce don. Nous sommes là au nom de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, qui est mandatée par la première dame Dominique Ouattara, une fervente chrétienne qui vient participer à ce temps de pénitence, de partage et de prière pour soutenir toutes ces sœurs religieuses qui recevront ces vivres et non-vivres pour aider des familles, pour aider leur congrégation à prendre en charge tous ceux qui viendront vers elles. Au total, ce sont 16 congrégations religieuses qui ont été dotées de vivres et non-vivres. Reportage de Grâce Cando, un élan de solidarité en ce mois de pénitence qui s'étend à la communauté musulmane. Des kits alimentaires ont été distribués aux familles vulnérables hier samedi 1er avril dans la cour de la grande mosquée de la Riviera 3. Ce sont 200 personnes qui ont bénéficié de ces dons. La communauté musulmane de la Riviera 3, à travers une opération baptisée Nourriture pour tous, veut permettre aux plus démunis de passer un bon mois de Ramadan. Evelyne Yeboué, Franck Quadio. Un soulagement pour les couches défavorisées à la Riviera 3. Des numéraires et autres kits alimentaires composés de riz, de lait et de sucre leur sont offerts par la communauté musulmane. J'ai réussi ça, je suis très contente pour couper les gènes. Un acte de solidarité pour les donateurs au profit des personnes vulnérables en cette période de Ramadan, 5e pilier de l'islam. À l'approche du mois de Ramadan, nous lançons un appel aux fidèles de manière à ce que tous nos frères qui sont éprouvés par le manque en termes d'alimentation, par le manque en termes de numéraire pour accomplir leur mois de jeûne, puissent venir, nous puissions leur apporter une aide. C'est la générosité légendaire de la communauté musulmane de la Riviera 3, des hommes et des femmes au grand cœur, qui chaque année, cette même période-là, se manifestent pour apporter de quoi à soulager leurs frères et sœurs démunis, pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadan dans la sécurité alimentaire. Au cours de ce mois de jeûne, des ruptures collectives sont organisées chaque jour au sein de la mosquée de la Riviera 3.
Même élan de solidarité manifesté par le directeur général du Centre régional des heures universitaires d'Abidjan, qui a fait don aux associations religieuses de l'université, Félix Houphouët-Boigny, des dons composés de lait, de sucre, de riz et d'huile. Par cette action, le Centre régional des heures universitaires d'Abidjan marque sa volonté de faire de l'espace universitaire un cadre convivial. Abou Sanogo, Traoré Zakaria. Mamadou Deli, directeur général du CROU A1. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1 apporte son soutien à la jeunesse estudiantine catholique, GEC, et à l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre et de lait pour les accompagner dans ce mois de carême et de jeûne du Ramadan. C'est une action qui nous va droit au cœur, parce que le CROU a aussi en nous dans cette période de pénitence, de partage, de jeûne. On peut dire que c'est une bonne action. Ça fait plusieurs années que le CROU nous accompagne durant le mois de Ramadan et ça nous fait plaisir de voir que le CROU réitère ce genre d'actions-là. Nous retenons que le CROU a l'ambition de réunir les étudiants afin que sur l'espace universitaire puisse régner la paix. Moment de solidarité et de partage. Cet élan envers les étudiants musulmans et étudiants catholiques vise à consolider les liens entre l'administration et les étudiants. Cette action que nous venons de poser entre dans le cadre de la solidarité en cette période, n'est-ce pas, de pénitence, j'allais dire de jeunes religieux catholiques comme musulmans. Donc c'est l'expression de la solidarité du CROU à l'endroit des étudiants qui sont en jeûne, à l'endroit du personnel également, qui observe ce mois de jeûne qui est un mois béni, un mois de sainteté et de recherche de bénédictions, aussi bien pour notre structure, pour chacun de nous, que pour notre nation. Outre les associations estudiantines, les personnels musulmans et catholiques ont reçu des vivres. Mois de jeûne à tous les fidèles musulmans et chrétiens catholiques. Tout autre chose à présent, 2 ans après sa mise en place, le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État est désormais étendu aux représentations nationales à l'extérieur, aux établissements publics nationaux. Cet outil va favoriser une plus grande efficacité de l'action publique. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a procédé au lancement de l'extension Sigobé. Lancine Bakayoko pour le retrait. Depuis janvier 2023, le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, Sigobé, est entré dans sa phase d'exploitation dans les représentations nationales à l'étranger et dans les établissements publics nationaux, conséquence du basculement en mode budget-programme intervenu en 2020. Cet applicatif accessible via Internet va permettre une gestion sécurisée et une traçabilité de toutes les opérations budgétaires et comptables de l'État. Le RICI EPN subissait de nombreuses interruptions de la connexion à la base du RICI centralisé du fait des interférences des fréquences et des réparations tardives des pannes d'équipement, alors qu'avec le Sigobé, ce problème n'existe plus. L'une des innovations majeures, c'est la prise en compte automatique du taux de conversion de la monnaie des pays concernés en francs CFA pour l'estimation des coûts de prestations dans un environnement accessible en ligne. Toutes ces innovations s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance qui est donc recommandée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et vise à assurer une plus grande transparence dans la gestion budgétaire. Cet outil s'inscrit dans la réforme de la gestion des finances publiques en vue d'une plus grande efficacité de l'action publique, l'optimisation de la dépense publique et le contrôle budgétaire. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont désormais la possibilité d'initier les engagements dans le système. Je voudrais souhaiter longue vie au Sigobé pour des finances publiques bien tenues, une dépense publique dont l'efficacité se consolide, mais surtout pour une Côte d'Ivoire prospère au service donc de ses citoyens. L'application Sigobé enregistre depuis sa mise en exploitation en 2021 plus de 17 000 utilisateurs inscrits avec un pic de plus de 6 000 connexions simultanées et 2 millions de documents générés. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 1er avril 2023 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 206 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 1er avril 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 88 301 cas confirmés, donc 87 463 personnes guéries, 834 décès et 4 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 681 718 le 31 mars 2023. 1801 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 425 190 doses du 1er mars 2021 au 31 mars 2023. À l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore ce dimanche 2 avril la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme, aussi appelé trouble du spectre autistique, regroupe diverses affections liées au développement du cerveau. Il se caractérise par des difficultés à gérer les interactions sociales et à communiquer. L'association Rayon d'Espoir a initié une marche de sensibilisation afin d'attirer l'attention des populations sur l'inclusion sociale des autistes en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé, Franck Quadio. Le combat pour l'inclusion socio-professionnelle est loin d'être gagné pour les autistes en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette 16e journée mondiale, ils arpentent les rues de la commune de Cocody pour donner de la voix. À leur côté, l'association Rayon d'Espoir. Estampillés marginaux, longtemps stigmatisés et parfois vus comme des enfants serpents, ils souhaitent voir ces stéréotypes à jamais brisés et participer eux aussi au développement de la nation. Nous sommes tous les humains. On veut que notre droit soit respecté. On veut travailler. Je sais faire la cuisine, la pâtisserie. C'est des enfants de qui encore on a honte dans cette société. Donc pour nous, il faut les sortir. Il faut les sortir, il faut les emmener à se socialiser en fait. Et pour quand on les socialise, c'est la population, la société qui doit les accueillir en fait. Et pour donner plus de portée au message, certaines personnalités publiques n'hésitent pas à prêter main forte à ces jeunes en situation de handicap. Il n'y a pas grand chose à dire que d'être là, de leur apporter notre chaleur humaine, de leur apporter notre cœur. Il y a des enfants qui sont très intelligents parmi eux. C'est des enfants qui ont, qui ont des talents, qui ont des choses qu'il faut mettre en valeur aussi. Donc c'est des enfants pas stigmatisés. L'autisme, aussi appelé trouble du spectre autistique, regroupe diverses affections liées au développement du cerveau. Il se caractérise par des difficultés plus ou moins marquées à gérer les interactions sociales et à communiquer. Dans le cas de l'autisme, on ne parle pas de guérison. La personne va vivre avec ça toute sa vie. Ce que l'on va chercher, c'est que la personne qui a de l'autisme devienne autonome, qu'elle comprenne le monde dans lequel elle vit. Et c'est ça le but de la prise en charge, de faire en sorte que les parents arrivent à comprendre l'autisme de leur enfant et qu'ils arrivent à développer des stratégies éducatives adaptées à cet enfant-là. En Afrique, on a tendance à enfermer les enfants handicapés à la maison, à ne même pas les montrer. Et nous, on dit le contraire, sortez avec vos enfants, faites ce qu'il faut, amenez-les à socialiser avec d'autres enfants autant que possible et ouvrez-leur quand même la porte à la vie. Une personne sur 150 est atteinte d'autisme dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Mais en Côte d'Ivoire, pour l'heure, il est difficile de quantifier le nombre de personnes affectées par le trouble autistique. En culture, sachez que les lauréats classés 2e et 3e dans les catégories de la littérature, des arts vivants, du cinéma et des arts visuels lors de la Journée nationale de l'excellence ont reçu leur prix au ministère de la Culture et de la Francophonie en présence de la ministre Françoise Remarque, Jean-Marc Djadji, Générosa Quadio. Classés 2e et 3e dans les catégories littérature, les arts vivants, le cinéma et les arts visuels, ces 6 acteurs culturels reçoivent leur prix d'excellence 2022. Un trophée, un diplôme, un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les 2e, un trophée, un diplôme et un chèque d'1 million de francs CFA pour les 3e. Voici les récompenses de ces lauréats. Je voudrais traduire notre infinie reconnaissance, recevoir un prix des plus hautes autorités du pays, un prix qui porte le nom du président de la République est plus qu'un honneur. La célébration de ces meilleurs acteurs culturels est une invite à la persévérance, à la détermination et à la rigueur au travail.
C'est la reconnaissance de leur pays. Cela leur permet aussi d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Les artistes ivoiriens sont extrêmement créatifs, extrêmement talentueux, permettent aujourd'hui de faire rayonner quelque part la culture ivoirienne à travers leurs talents. L'écrivain Charles Nocan, l'arrangeur Blé Olivier et le comédien Bienvenu Neba sont les 3 lauréats classés premiers du Prix national d'excellence édition 2022. Ils ont été célébrés le 4 août 2022 par le président de la République. Cette cérémonie de remise de prix aux 2e et 3e lauréats du Prix national d'excellence est une tradition dans tous les départements ministériels. Et en sport, le ministre des Sports, Dao Paulin-Claude, a lui procédé à la remise des 2e et 3e prix d'excellence 2022 aux meilleurs athlètes et encadreurs sportifs de l'année 2022. Dao Paulin-Claude les a encouragés à faire preuve de courage, d'abnégation afin de hisser toujours plus haut le drapeau ivoirien. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Esso nous en parle. Dans le prolongement du prix national d'excellence 2022, les lauréats classés 2e et 3e du mérite sportif viennent de recevoir leur récompense. C'était au cours d'une cérémonie sobre. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Ala Kwame Jean-Marie, et le président du conseil d'administration du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, Bamba Cheikh Daniel, ont été respectivement 2e et 3e du prix dans la catégorie des meilleurs encadreurs. Le fait que la Côte d'Ivoire entière, à travers le président de la République, nous récompense, cela ne peut que nous remplir de joie. Et en même temps, nous ferons en sorte que chaque fois que nous aurons donc à intervenir sur le plan national ou sur le plan international, les sportifs ivoiriens que nous encadrons puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Chez les athlètes, la cycliste Minata Soro enlève le 2e prix quand le basketteur Solo Diabaté s'offre le 3e prix. Chaque récipiendaire a reçu des mains du premier responsable du sport ivoirien, le ministre Paulin-Claude Dao, une attestation, un trophée et un chèque d'1 500 000 francs CFA. Le sport doit aider à la construction de la citoyenneté. Donc c'est là qu'on doit trouver les valeurs à encourager et à promouvoir. C'est pourquoi il a plu à son Excellence le Président de la République de faire en sorte que dans les disciplines sportives, il y ait un prix d'excellence. C'est un signal fort qu'on veut donner à chaque fois pour encourager dans la filière sportive l'émergence d'athlètes qui se battent pour rehausser à chaque fois l'image de notre pays. Le ministre en charge des sports a profité de cette occasion pour lancer un appel au rassemblement autour de l'équipe nationale de football. Et direction à présent la région du Gontougo. Le conseil régional du Gontougo dispose désormais d'un outil solide pour planifier le développement de la région. Un cabinet d'experts a remis au président du conseil régional du Gontougo les documents du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire de cette région. C'était au cours d'un atelier de restitution. Les précisions d'Hermaniania. Toutes les actions de développement qui seront menées dans la région du Gontougo pour les 20 années à venir sont consignées dans ce document. Remis ici au représentant du préfet de région qui l'a à son tour transmis au président du conseil régional du Gontougo, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire est désormais la boussole qui va permettre au conseil régional du Gontougo d'orienter ses projets de développement. En initiant ce document, nous pensons à l'avenir, nous pensons à la relève, nous pensons à ce que notre région doit être. Et aujourd'hui, nous en sortons très heureux, très fiers, parce que nous avons eu la chance d'avoir un très bon cabinet qui nous a sorti un travail vraiment édifiant, bon. Pour l'élaboration de ce document, le cabinet choisi a sillonné pendant plusieurs mois toutes les localités de la région du Gontougo pour rencontrer les différentes couches sociales afin de recueillir des informations utiles. Ce document est très important parce qu'il est un document de lobbying, j'y précise bien. C'est vrai que c'est un document d'orientation stratégique pour la région, pour guider ses actions, pour ne pas qu'il navigue à vue, mais c'est de lobbying auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers au développement. Aujourd'hui, la région veut présenter un tel projet. Les partenaires techniques vont demander sur quoi vous vous appuyez pour qu'ils puissent vous aider. Ils vont sortir le document. Le préfet du département des Transfert Kwadjo Bango André, représentant le préfet des régions du Gontougo, a salué la vision claire du développement du président Kosonou Kwasi Ignace. Terminant, il a exhorté les acteurs des collectivités territoriales décentralisées et les membres du corps préfectoral à s'approprier cet outil qui est désormais la boussole idéale pour impulser le développement du Gontougo.
Reportage d'Herman Yamien à vos plumes et stylos. Pour la grande dictée, c'est certainement la consigne qui a été donnée aux participants des présélections de la 4e édition de cette compétition qui a démarré dans la commune d'Abobo. L'initiative est de l'association Aquabaculture. Au finish, 10 candidats seront sélectionnés dans les communes du district d'Abidjan. Le gagnant repartira avec la somme de 1 million de francs CFA, un voyage et une assurance vie. Khalil Diomandé, c'est Forazeki. Tremblotant, virgule, à bégayer. Adolescents et adultes de la commune d'Abobo confrontent leurs compétences orthographiques et grammaticales autour d'un passage du roman « Les frasques d'Ebinto d'Amadou Koné ». Nous sommes à la phase de présélection du concours La Grande Dictée portée par l'association Aquabaculture. Au thème de la dictée, Jean-Jonathan Légré, fonctionnaire militaire, surclasse les autres candidats. Le champion des lettres n'a commis qu'une demi-faute. Il reçoit 100 000 francs CFA. Les 2e et 3e bénéficient de 50 000 francs CFA. Ce type d'initiative est encouragé. C'est mieux que tous les buzz autour desquels la Côte d'Ivoire surfe aujourd'hui, qui endort la jeunesse. Je pense que c'est ce type d'initiative que nous devons prendre, que notre gouvernement doit encourager pour créer une jeunesse consciente et une élite pour demain. 4 ans maintenant que la grande dictée suscite l'intérêt des populations. De quoi réjouir Isabelle Kassi-Fofana, celle qui œuvre à donner à la littérature ses lettres de noblesse. On est très content, honnêtement, de voir que des gens viennent même de l'intérieur du pays. Ça prouve que, franchement, cette activité plaît. Le lauréat est un militaire. Ça veut dire que c'est une activité qui touche tout le public bien large. Après Abobo, le cap sera mis sur les 9 autres communes d'Abidjan dans le cadre des présélections. Les 10 meilleurs candidats seront retenus pour défendre les couleurs de leur commune lors de la grande finale prévue pour mai 2023. Le gagnant repartira avec la somme d'1 million de francs CFA, un voyage et une assurance vie. De quoi motiver les participants. 3e et dernier titre de ce journal dans l'actualité internationale au Burkina Faso. Des correspondantes des journaux français Le Monde et Libération ont été priées de quitter le pays. Agnès Fèvre, correspondante du quotidien Libération, et Sophie Douce du journal Le Monde sont partis de Ouagadougou hier samedi, 1er avril dans la soirée, après avoir reçu une notification des services de la Sûreté nationale. Les raisons de leur expulsion n'ont pas été révélées, mais elles avaient été entendues la veille par les services de sécurité. Elles sont arrivées ce dimanche matin à Paris. Selon le journal Libération, le quotidien Le Monde, lui, condamne avec la plus grande fermeté cette décision qu'il qualifie d'arbitraire qui a obligé les 2 journalistes à quitter Ouagadougou en moins de 24 heures. À la une du Dimanche Magazine, ce 13h, les violences dites domestiques, mieux ce projet de loi relatif aux mesures de protection des victimes de viol. Un projet de loi qui a été, rappelons-le, adopté en Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la protection de la personne humaine. Notre invité du jour, monsieur Constant Delbé, nous a rejoint sur ce plateau. Je rappelle, monsieur Constant Delbé, que vous êtes directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Monsieur Constant Delbé, que doit-on comprendre par violence domestique ? Alors, je vous remercie. Il faut entendre par violence domestique tous les actes de violence qui se commettent dans le foyer ou dans la famille, entre les membres de ce foyer ou de cette famille. Il faut entendre également par violence domestique tous les actes de violence qui se commettent entre d'anciens ou actuels conjoints ou concubins, ou entre des personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait. Il s'agit donc de toutes les violences qui peuvent se commettre à l'égard des enfants, à l'égard du conjoint, à l'égard de la servante par exemple, ou alors à l'égard de personnes qui ont été ensemble, qui ne vivent plus ensemble, qui sont séparées et qui, en raison des liens qu'elles ont eus, continuent de s'exercer des violences mutuellement. Alors, pouvons-nous avoir une idée de ce que représentent ces violences domestiques, en termes de chiffres, pour ce qui concerne, par exemple, l'année 2022 ? Les chiffres que je pourrais communiquer datent de l'année 2021 et nous étions déjà à plus de 4000 cas de violences domestiques. Plus de 4000 cas de violences domestiques. Est-ce qu'on peut dire que ces violences ont tendance à prendre du volume ? Oui, absolument. Les chiffres ne baissent pas. Elles ont tendance à croître. Mais cela ne doit pas signifier qu'il y a plus de violence maintenant que par le passé, forcément. Il y a juste, comme cela a été expliqué il n'y a pas très longtemps,
que de plus en plus de victimes font connaître les actes dont elles ont souffert, parce que par le passé, les victimes avaient tendance à avoir honte, donc elles ne dénonçaient pas ces faits, elles ne portaient pas plainte. Et maintenant, de plus en plus, grâce à toutes les mesures qui ont été prises par l'État, à toutes les facilitations qui sont mises en œuvre, eh bien, les faits de violence domestique, de viol et d'autres violences sexuelles sont de plus en plus dénoncés. Alors, M. Constant Delville, on note également la prise en compte de violences dites morales par le Code pénal. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, c'est vrai que c'est une innovation importante du Code pénal parce que jusqu'à maintenant, ce qui était réprimé, c'était les violences physiques, les coups et blessures volontaires. Et donc, à côté des coups et blessures volontaires, nous avons désormais les violences morales qui sont réprimées. Et les violences morales, ce sont toutes les violences, tous les actes de contrainte, les pressions de nature psychologique infligées à une personne. C'est vrai que quand on le dit comme ça, on ne voit pas tout de suite, mais il faut se reporter aux conséquences de ces violences morales-là. On peut voir qu'on est vraiment dans du concret. Alors, elles peuvent se manifester par des violences verbales, par des privations, ou alors par l'isolement. Vous savez que l'être humain est un être social, donc une personne qui est placée en isolement, avec interdiction d'avoir un contact avec d'autres personnes, eh bien, à un moment, en termes de conséquences, il peut y avoir du stress, de la dépression, et cela peut aboutir parfois à des tentatives de suicide et même à du suicide. Alors, pourquoi une loi spécifique pour protéger des victimes de violences domestiques? Pourquoi? Alors, vous faites bien de préciser une loi spécifique parce qu'avant cette loi, nous avions le code pénal qui contenait déjà des dispositions qui accordaient une protection aux victimes de viols, de violences domestiques, en tout cas de toutes les infractions. La difficulté, c'est que cette protection n'était pas suffisamment efficace parce que dans la plupart des cas, la protection n'intervenait que lorsque la personne mise en cause avait été jugée et condamnée. Le juge pouvait alors prendre comme mesure de sûreté, par exemple, l'interdiction de paraître dans certains lieux. Or, malheureusement, entre le temps de la commission de l'infraction et le temps de la condamnation, eh bien, il peut se couler longtemps, ce qui offre la possibilité à l'auteur des faits de répéter les violences. Et donc, ce que la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles, autres que domestiques, apporte comme innovation, c'est que immédiatement, des mesures de protection peuvent être accordées à la victime parce que la loi prévoit que le juge, le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, eh bien, il a 24 heures pour prendre une ordonnance de protection. Et ces innovations, nous allons parler dans un instant suivant. D'abord, cet élément réalisé par Khalil Diomandé sur cette loi, justement. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 405 cas de violence basés sur le genre, dont 822 cas de viol, selon le rapport statistique sur les VBG. Pour freiner le phénomène des violences, le gouvernement s'est doté de la loi numéro 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles. Elle vise à non seulement assurer une meilleure protection des victimes de viol, mais surtout à lever les obstacles identifiés dans la mise en mouvement des actions publiques lorsque les violences sont commises. Désormais, la victime peut saisir la justice par une simple requête. La réception de la plainte ou de la dénonciation n'est pas subordonnée à la production d'un certificat médical. Lorsqu'il est saisi par la victime, le président du tribunal ou le procureur de la République dispose d'un délai de 24 heures pour ordonner des mesures de protection en sa faveur s'il estime qu'elle est exposée à un danger réel. En outre, le certificat médical n'est plus à la charge de la victime, mais de l'État. Toutes ces dispositions sont couronnées par la mise en place de plus de 60 plateformes de lutte contre les VBG à travers le pays. Ces plateformes, installées dans les commissariats, ont pour vocation de recevoir les plaintes des victimes et de leur assurer une prise en charge rapide. Alors, M. Constant Delville, au travers de cet élément réalisé par Khalil Diomandé, commenté par Patricia Mouetia, doit-on retenir qu'au travers de cette loi, eh bien, la victime de violences domestiques est totalement protégée?
Absolument, je crois que c'est l'objectif de la loi, c'est d'apporter une protection particulièrement suffisamment efficace, en tout cas, à la victime de ce genre de violence. Et ce projet de loi engage une ordonnance de protection vis-à-vis de la personne qui subit la violence. En quoi consiste cette ordonnance de protection? Alors, au titre de l'ordonnance de protection, ce que la loi prévoit, c'est que le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, il peut ordonner toute mesure qu'il estime propre à assurer une protection suffisante des droits et des intérêts de la victime. Et donc, dans ce cadre, il peut, par exemple, pour un couple marié, décider de la résidence séparée des époux avec le maintien de la victime au domicile conjugal. Donc, il peut demander à l'auteur des coups, à l'auteur des violences, de sortir de la maison, d'aller habiter ailleurs. Et il peut mettre la charge de l'entretien de la maison qu'il quitte à sa charge. Et notons également que cette loi prend en compte les couples même mariés. Oui, absolument. La loi prend en compte tous les couples mariés, les concubins et même des personnes qui entretiennent de simples relations de fait, comme je l'ai indiqué. Alors, qui peut bénéficier de cette protection et dans quel cas? Alors, les personnes qui peuvent bénéficier de la protection de la loi, ce sont déjà les personnes qui sont victimes de violences domestiques et qui sont mises en danger par ces violences-là. Il y a également les personnes qui sont menacées de mariage forcé, quelle qu'en soit la nature, civile, coutumière ou religieuse. Il y a également les personnes qui sont victimes de viols ou de violences sexuelles dans leur lieu d'habitation. Et il y a enfin les personnes dont l'enfant mineur ou les enfants mineurs sont victimes de violences physiques, morales, sexuelles ou autres dans leur lieu d'habitation. Alors dites-nous, pour obtenir une protection, une ordonnance de protection, faut-il absolument brandir un certificat médical ou une plainte adressée à la police ou à la gendarmerie? Non, le certificat médical n'est plus une exigence. Il n'est plus une exigence. Et c'est une avancée notable de la loi. Ce qui se passait, c'est que lorsqu'une victime se présentait dans une unité de police, le certificat médical lui était exigé comme une condition de mise en mouvement de l'action publique. Eh bien, il n'en est plus ainsi, parce que la loi offre à l'officier de police judiciaire, au procureur de la République et même au juge d'instruction la possibilité pour les deux premiers de prendre une réquisition pour demander à un médecin d'examiner la victime, déjà de lui prodiguer les soins que requiert son état, mais également de lui délivrer un certificat médical. Pour le juge d'instruction, il pourra ordonner une expertise au fin de l'examen de la victime et de la production d'un certificat médical. Et je précise que la production de ce certificat médical sur réquisition est à la charge du Trésor public. D'accord. Et comment les plaintes doivent-elles être formulées en cas de violence domestique? Les plaintes peuvent être formulées très simplement. Il suffit de s'adresser à une unité de police judiciaire, que ce soit de la gendarmerie ou de la police nationale. Il suffit également de s'adresser au procureur de la République compétent et l'action publique est mise en mouvement aussitôt. Alors, M. Constant Delbé, l'accès à la justice, on le sait, a un coût. Quel est celui de la procédure à suivre en cas de violence domestique, de viol ou d'autres violences? Alors, la procédure, elle est gratuite. En tout cas, elle peut être gratuite si la victime... Elle est gratuite ou elle peut être gratuite? Elle peut être gratuite. Alors, je précise, elle peut être gratuite parce que c'est à la demande que la gratuité est accordée ou non. Dans le sens où, lorsque la victime demande à bénéficier de l'assistance judiciaire, eh bien, la loi prévoit qu'elle est de droit. Pourquoi la loi ne décide pas qu'elle est gratuite absolument? Mais parce qu'une personne peut très bien décider de prendre un avocat par ses propres soins et de ne pas passer par la procédure de l'assistance judiciaire. L'élément que je voudrais ajouter, c'est que dans ce cas-là, lorsque la victime demande à bénéficier de l'assistance judiciaire, et je répète, elle lui est accordée de droit, et donc parce que l'assistance judiciaire est accordée de droit, eh bien la personne est dispensée de faire la preuve de son impécuniosité, de son indigence.
Ça, c'est une condition normale, une condition habituelle de l'obtention de l'assistance judiciaire. Dans le cas de la loi, la personne en est dispensée. Alors, il revient généralement que les décisions de justice ne sont pas toujours exécutées. Que se passe-t-il lorsque la personne contre laquelle les mesures de protection sont prononcées refuse de se soumettre à la décision du juge? Oui, alors il peut arriver effectivement qu'une personne contre laquelle très rapidement des mesures de protection ont été prises, eh bien ne s'exécute pas. Dans ce cas, elle s'expose à des poursuites judiciaires. Elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois ou alors à une amende de 50 000 à 500 000 francs. Alors, voilà qui marque la fin de cet entretien. Je rappelle, avant de rendre l'antenne, que nous recevions ce dimanche dans le cadre du magazine de 13h, M. Constant Delbé, directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Avec lui, nous avons parlé de ce projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par l'État pour assurer la protection de la personne humaine, la loi relative aux mesures de protection des victimes de viols, de violences domestiques et de violences sexuelles, autres que domestiques. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.